C'est sans plus attendre que nous nous déplaçons dans la capitale canadienne, la ville d'Ottawa et les sénateurs. Ben, les sénateurs ont le même directeur gérant maintenant depuis quelques saisons, Martin Doré, qui fait quand même un bon boulot. Les sénateurs, une formation qui s'est toujours un peu cherchée par contre dans la Money League, c'est le genre de formation, selon moi, équivalent au Blues de Saint-Louis dans la LNH, c'est-à-dire qu'on ne parle jamais d'eux. Oui, c'est pratiquement. vrai. Ils font toujours un bon travail, mais peut-être pas assez bien pour qu'on en mentionne, et peut-être pas assez mauvais pour qu'on le mentionne. Donc à ce moment-là, Ottawa se retrouve toujours dans une drôle de situation, et leur classement me le prouve, 10e lors des 2 dernières saisons dans la conférence de l'Est. Ben, avec j'allais dire, avec des joueurs là, quand même de talent. Là. On pense juste au récipiendaire du trophée Conn Smythe, Jonathan Toews, au cours de la dernière saison en campagne LNH. C'est vraiment leur leader là, en attaque. Ben, il n'y a pas de doute. Jonathan Toews se retrouve avec eux et pour de bon. C'est-à-dire que c'est la première année qu'il aura vraiment un impact de 2 saisons avec eux. Alors à ce moment-là, Toews est bel et bien en selle avec les sénateurs. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est appuyé avec quelques jeunes comme Milan Michalek, bon, qui est un jeune qui cherche peut-être un peu plus qu'auparavant. On pensait qu'il allait devenir un peu meilleur. Mais David Perron, qui est un joueur très talentueux, est avec lui. Alors on a au moins ces 3 jeunes-là qui seront avec les sénateurs pour à tout le moins 5 à 10 ans, avec la formation il est en cas de tête une quinzaine d'années. Et aussi quelques vétérans que j'aime beaucoup, Ledge, Saku Koivu et Ryan Smith. Moi j'aime bien ça, mettre un joueur comme Toews avec Koivu et Smith. Ça, je trouve que... C'est beaucoup de leadership sur la même ligne. C'est 2 joueurs c'est 3 joueurs en fait qui ont du cœur, qui vont travailler très fort. Donc effectivement, un bel amalgame entre vétérans et voilà. Jeunes joueurs. Au niveau de la défensive, est-ce qu'on peut en dire tout autant? Ben, la défensive, on est allé chercher Sergei Gonchar l'année dernière, ce que j'ai bien aimé parce que c'est le genre de geste qu'on ne voit pas nécessairement d'une formation qui est 10e. Mais on est allé chercher Gonchar au meilleur moment, je pense. C'est-à-dire, on pensait Gonchar au bout du rouleau et il nous prouve encore une fois qu'il est bon. Il est venu encore avec une bonne saison offensive à tout le moins. Défensivement, ça se garde, mais côté offensif, un joueur comme Gonchar, toujours bien apprécié dans une défensive. Alors, on rajoute Gonchar avec Brent Seabrook, qui est là depuis déjà belle lurette. Hein? Seabrook, moins de 25 ans, mais quand même était avec les sénateurs depuis le début. Et un défenseur qu'on ne parle pas souvent, Keith Yandel, un beau jeune défenseur des Coyotes de Phoenix, qui se développe très bien. Alors, la défensive des sénateurs, sans être une excellente défensive, Ledge, est une défensive que j'apprécie beaucoup. Oui, et devant le filet, c'est là que ça vient faire mal avec l'annonce qui a été faite au cours du dernier mois. Ben, c'est une mauvaise nouvelle pour le directeur général. On en a parlé à plusieurs reprises sur le forum. Evgeny Nabokov quitte pour la KHL. La bonne nouvelle, à tout le moins, c'est qu'il l'a pour cette année. Alors, au moins, nos prévisions cette année ne seront aucunement affectées là-dessus. Mais on sait que Nabokov est sur le marché. Alors, est-ce qu'il va l'échanger? Et s'il l'échange, il n'aura vraisemblablement pas un gardien de but du même calibre. Non, assurément pas. Est-ce que malgré tout, avec tous les éléments en place sur le jeu, est-ce qu'il pourra monter au classement? On sait que les 2 dernières saisons, il s'est au 10e rang. Est-ce qu'il pourra monter, espérer même se positionner dans les 8 premiers de l'Est? Voici ma prédiction. Il n'échange pas Nabokov, il accède aux séries. Il échange Nabokov, il n'accède pas aux séries. Aussi simple que ça. Alors, ce sera très intéressant de suivre cette formation. Les différents gestes que pourra faire le directeur général pourra assurément nous indiquer son positionnement. La prochaine formation n'a pas encore changé de nom, c'est bien la seule chose qui n'a pas changé au cours des dernières années avec cette équipe qui adore le changement, les Bruins de Boston. Ah oui, Éric Sabourin, lui aussi, a quand même changé, n'a pas changé son nom à tout le moins. Alors là-dessus, on a également cette stabilité-là, Ledge. Et la formation a peut-être changé au niveau du classement, c'est-à-dire 5e lors de la saison 5 et 8e lors de la saison 6. Alors, peut-être un léger recul, ce qui pourrait s'expliquer par le vieillissement de cette formation. Oui, c'est une équipe qui est quand même relativement vieillissante, mais qui compte malgré tout sur de très bons éléments. Ben, on a commencé par les 2 joueurs de centre, Joe Thornton et Thomas Plekanec. Là, on a 2 valeurs sûres. Maintenant, à tout le moins, on espère que Plekanec soit une valeur sûre. Alors, c'est vraiment 2 joueurs qui sont âgés peut-être de 31 ans et 27 ans environ respectivement. Alors, c'est quand même des joueurs qui sont là pour un certain temps. Ensuite, on a un joueur comme Jiri Adler. Pierre-Marc Bouchard, moi, je mets des points d'interrogation. Jiri Adler, c'est un point d'interrogation. On ne sait pas ce qu'il va faire comme performance. Pierre-Marc Bouchard, gros questionnement en son cas. On sait commotion cérébrale. Simon Gagné, c'est un beau point d'interrogation. On s'entend avec Tampa Bay, devrait bien faire, mais lui également, les blessures. Et l'artiste Alex Kovalev, que va-t-il faire maintenant? Va-t-il prendre sa retraite suite à cette blessure qu'il a subie en fin de saison l'année dernière? Alors, c'est vraiment à suivre du côté de l'offensive pour Boston. Oui, c'est ça. On l'a bien vu, hein, quelques joueurs là, qui sont en bas des 30 ans, mais la majorité quand même se situe là, dans les joueurs d'impact du moins en haut de la trentaine.
En défensive, toutefois, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ben, moi, j'aime bien la défensive de Boston. Je pense que là-dessus, il a toujours un peu été avec la même stratégie, c'est-à-dire une défensive avec excessivement de profondeur. Peut-être pas un leader numéro 1, mais on a de la profondeur. Et moi, j'aime mieux ça qu'un directeur gérant qui va chercher seulement un défenseur et les restes, on va dire, bon, écoutez, ils savent patiner et jouent dans ma formation. Non, non. Là, maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on était chercher un joueur comme, bon, Beauchemin est là depuis quand même un certain temps, Brad Stewart, Carl Quincy, Sami Salo et Marc-André Bergeron. C'est 5 défenseurs, peut-être pas de étoile, mais c'est 5 bons défenseurs. Alors, peu importe quelle ligne tu joues contre Boston, tu sais qu'à tout le moins, il y aura un défenseur très respectable. Oui, c'est ça, capable de livrer la marchandise. Là. Et tant mieux, devant les buts également, nous avons maintenant José Théodore. Ben, ça peut paraître une mauvaise nouvelle pour certains. Par contre, lorsqu'on sait que Martin Biron était notre gardien de but l'année auparavant, on se dit, bon, c'est une bonne nouvelle finalement. José Théodore, à tout le moins, amène une certaine stabilité, et ça pour la prochaine saison. On sait que lui est toujours à la recherche d'un contrat dans la LNH, mais pour cette année, Boston a un gardien de but très respectable. Alors, avec une équipe, bon, vieillissante en attaque, mais qui va demeurer quand même compétitive avec des bonnes cotes, une défensive avec peut-être pas de joueur toute étoile, mais capable de quand même un bon rendement, et un gardien de but comme José Théodore, où est-ce que tu places cette formation-là? Boston, je les place un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire 8e, 7e, 6e au mieux. Par contre, moi je m'interroge à savoir c'est quoi le but du directeur gérant. On échange beaucoup nos choix de repêchage, alors on se vieillit, mais on n'a pas la formation non plus pour aller chercher les grands honneurs. Alors, selon moi, il se doit de faire, c'est-à-dire soit aller pour la coupe cette année et vraiment, vraiment échanger tous les jeunes qu'on a, ou carrément dire, bon, Joe Thornton, on le met aux enchères, offrez-moi le mieux. Alors, c'est soit qu'on va vers l'avant avec la coupe cette année comme objectif, ou que peut-être on recule un peu pour revenir plus fort. Alors, la décision sera entre les mains du DG Sabourin, et on en verra bien si le jeu en valait la chandelle. Une autre formation qui adore le changement, le Canadien de Montréal de la Money League avec Benoît Courchaine comme directeur général. Ben, Benoît, c'est un directeur gérant qui s'est établi il y a 1 an et demi, puis depuis ce temps-là, il a fait quand même preuve qu'il aime beaucoup le changement. Il a terminé 11e lors de la saison 5, 13e lors de la saison 6. Mais par contre, le directeur gérant, c'est quasiment une bonne nouvelle. On sait qu'il ne visait vraiment pas les séries. Alors à ce moment-là, c'est quand même, on pourrait dire, mission accomplie du niveau de la saison 6. Alors, les changements, on ne les nommera pas tous. Là, on a encore Reyes dans la cuisine qui est en train de faire la liste des changements en ordre alphabétique ou chronologique. On n'arrive même pas à tous les classer. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toutefois, sur la formation comme telle? Ben, c'est une formation qui compte à l'attaque. C'est un duo qui est quand même intéressant, Mike Fisher et Brad Boyd. Ce sont deux joueurs un peu opposés par rapport à la saison de l'année dernière, c'est-à-dire que Brad Boyd revenait d'une saison il y a 2 ans de 40 buts, ensuite en fait 14 et là on se pose des questions. Et dans le cas de Mike Fisher, c'est un peu l'inverse. Il revenait d'une mauvaise saison et il nous a performé avec une bonne saison. Alors, a-t-on un Mike Fisher qui joue au-dessus de ses moyens ou un Brad Boyd qui joue en dessous? On va bien le voir, mais chose certaine, c'est quand même un duo qui peut être respectable et surtout pour une formation comme Montréal. Parlant de duo, le duo entre les deux poteaux. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ben, ce sont deux gardiens de but, en Marty Turcot et Pascal Leclerc, qui sont à deux époques différentes dans leur carrière. C'est-à-dire que dans le cas de Marty Turcot, il faut gagner immédiatement. Et moi, j'aime bien ça d'avoir deux gardiens de but qui sont très opposés. C'est-à-dire Turcot a la pression sur les épaules de performer à Chicago, mais à tout le moins à la formation. Et dans le cas de Pascal Leclerc, bon, c'est un peu chancelant. Il a montré du potentiel, mais les sénateurs lui donneront la chance. Alors, on a deux gardiens de but qui risquent d'être numéro 1, mais on n'a rien de certain quand même. Non, évidemment, rien de certain. Leclerc, est-ce que ça a été de la malchance, ses blessures? Est-ce que les blessures vont le rattraper? Ce sera quand même à surveiller, ça aussi, au niveau du directeur général de Montréal. Au niveau de la défensive, maintenant? Ben, c'est une défensive qui a quand même de la profondeur. On pense à un joueur comme Johnny Oduya, très aimé du directeur gérant, il nous en parle à plusieurs reprises. Matt Carl, Trevor Daley, Brent Sopel et la récente acquisition, on m'avise immédiatement à l'oreille, Tony Ledmund est maintenant un Canadien de Montréal, en effet, contre un choix 4e ronde et un espoir évoluant dans la WHL qui sera nommé bientôt. Mais je ne peux en dire plus pour l'instant. Alors, les nouvelles arrivent vraiment très rapidement. Cette formation qui a fini 11e il y a 2 ans, 13e l'an passé, sans une petite régression, quand même est capable de se bâtir une relève qui est intéressante. Cette formation-là, est-ce que tu la vois monter au classement ou continuer d'être au bas des échelons? Ben, je pense que dans le cas de Benoît Courchaine, on vise peut-être plus le long terme. Alors moi, je m'attends à avoir une formation qui ne terminera pas 15e parce qu'il a trop d'orgueil pour ça, mais il risque de terminer à tout le moins quelque part en 11 à 14.
Alors, on va suivre ça de très près au cours de la prochaine campagne de la Money League. C'est ce qui conclut notre deuxième épisode de MLC Fort. Donc, Ledge, votre humble serviteur, qui vous souhaite une très belle fin de soirée, de même que notre analyste Champ. Une excellente soirée. Alors, nous vous disons tous les deux, bonne semaine!